Bonjour à tous, bienvenue ce matin sur le premier webinaire du dernier trimestre. Je vais mettre ma caméra 2 secondes pour que vous puissiez me voir. Ce matin, on est ensemble pour 1h30 pour EBP, notre éditeur partenaire. On va discuter ensemble de la facture électronique et surtout des outils associés que EBP va vous proposer pour vous préparer à cette réforme qui arrive dans moins d'un an maintenant. On y est. Donc, action. On démarre rapidement. Hop, je vous donne le sommaire si ça veut bien avancer. Présentation de l'entreprise, c'est présentation du groupe Cap Info. Ensuite, Gérald, notre commercial collaborateur expert EBP, nous parlera de BP directement. Et ensuite, Benjamin et lui prendront la main pour 1 heure de matinée et vous parleront de la réforme, comment ça va se passer la facture électronique, comment vous préparer à la transition vers la réforme et quelles sont les solutions que BP va pouvoir vous proposer pour vous accompagner jusqu'en septembre 2026 et septembre 2027. Parce qu'on a quand même 2 échéances. Gérald et Benjamin reviendront dessus parce que c'est quand même très important de les noter. Juste avant de démarrer, je vous rappelle le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter dessus. On ne va pas ouvrir vos micros parce qu'on est assez nombreux. Donc, n'hésitez pas, je me permettrai de couper Gérald ou Benjamin pour leur proposer vos questions. On commence tout de suite avec le groupe Cap Info. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, rares sont ceux qui ne nous connaissent pas, mais il en existe encore. Ça arrive encore parfois. Nous sommes un centre intégrateur. Nous existons depuis plus de 20 ans et nous avons aujourd'hui 3 activités à notre arc. Historiquement, nous sommes intégrateurs de logiciels. Comptabilité, paye RH, mobilité, gestion, chantier et aussi planification. On est avant tout un acteur majeur dans les solutions typées bâtiment. Bâtiment, TP, négoce et services. Donc, c'est notre carte maîtresse qui est le secteur du bâtiment. Ensuite, deuxième activité, infrastructure et réseau. Là, on va se parler de serveurs, de téléphonie, de périphériques, de messagerie, d'outils collaboratifs et de sécurité de vos données. En gros, ce sont des serveurs, des PC, des postes, de la sécurité, des anti-spam, tout ce qui permet de pérenniser votre entreprise et d'éviter des hackers, des spams et du piratage. La dernière activité date d'un peu plus moins longtemps. Elle est tout à fait récente. Elle date de 2017-2018. C'est un bureau d'études. Ce bureau d'études, en fait, permet tout simplement de créer des liens, des développements, des macros ou parfois des applications mobiles entre logiciels ou avec un besoin spécifique pour un client. Souvent, des logiciels n'ont pas de lien natif entre eux, donc ça permet de créer ce lien et de pouvoir faire transférer des informations importantes entre les logiciels pour l'entreprise et pour lui permettre un confort de saisie et de travail. Je vais passer la main à Gérald. Je pense que c'est toi qui commences pour présenter EBP et la réforme. Moi, je vous souhaite à tous un bon webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et on y répondra rapidement. Merci à tous. Alors, bonjour tout le monde. On va déjà voir à récupérer la main côté visuel. Donc, je vais laisser mon collègue. Je peux partager, Gérald. Ouais, ça va être plus exactement, simple. Benjamin. Moi, je prends le relais. Ouais. C'est ça, c'est ce que je. Parfait. Hop, je vais partager. Donc oui, je me présente. Donc voilà, les cela dit. Donc Gérald Philippe, ingénieur commercial PME chez EBP. Je m'occupe depuis 6 ans d'accompagner nos partenaires intégrateurs PME sur le Sud-Ouest. Donc je suis salarié EBP. Je suis basé sur la région de Bordeaux. Et je vais laisser mon collègue Benjamin se présenter. Donc moi je suis Benjamin, donc je suis consultant avant-vente donc chez EBP. Donc moi basé pour le coup à Rambouillet. Et donc pareil, on accompagne nos clients en phase d'avant-vente, nos intégrateurs également en phase d'avant-vente. Et on fait de l'animation comme aujourd'hui sur les sujets justement d'actualité et typiquement la réforme de la facturation électronique qui est quand même un enjeu majeur en tant que tel. Donc ensuite, pour présenter EBP, voilà, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, on est là depuis plus de 40 ans dans l'univers du logiciel de gestion. Donc notre métier, en fait, ça a toujours été d'adresser les entreprises sur des solutions de comptabilité et de gestion. On a également des produits annexes comme la paye, les immobilisations, les états financiers, voilà, tout ce qui peut graviter autour des solutions de gestion. Comme on le voit au niveau de notre présentation, bien en fait,
Depuis 2024, juillet 2024, on a rejoint le groupe Cegid, donc ce qui nous permet aujourd'hui d'intégrer un leader européen. Aujourd'hui, nous, on avait une entreprise voilà, qui œuvrait essentiellement sur le territoire français. On est basé, donc, le siège est à Rambouillet et on avait des locaux à Chartres. Donc maintenant, on est exclusivement à Rambouillet. Ce rachat, effectivement, ce regroupement avec Cegid nous amène à avoir de l'expertise au niveau européen et par rapport à la réforme de la facture électronique, on met souvent en avant justement le Portugal. On parle, oui, dans le sujet numéro 3, expérience réussie de la réforme de la facturation électronique au Portugal. Ça fait déjà plusieurs années que Cegid est référent sur le sujet à sa propre plateforme et traite déjà environ 300 millions de factures dans le cadre de la réforme de la facture électronique, ce qui nous amène une expertise reconnue sur le sujet. Donc, expert du réglementaire, ça a toujours été notre moteur chez EBP, ça l'est également chez Cegid. Nous, on fait en sorte que nos logiciels soient conformes à la réglementation sur la comptabilité, sur la partie gestion. Voilà, il y a des normes en cours. À titre d'exemple, la norme NF 525 qui est en cours d'évolution, eh bien, on est sur le sujet. Voilà, on a des équipes de développeurs, on a des équipes en fait qui font de la veille légale de manière à assurer des logiciels qui soient conformes, ce qui est typiquement nécessaire par rapport à cette réforme de la facture électronique qui va arriver très prochainement et pour laquelle justement vous allez nous accorder cette heure ce matin. Je pense avoir tout dit pour se présenter. Benjamin, je te laisse la main. Ouais, je vais pouvoir prendre le relais. Donc l'idée, voilà. Donc comme on disait en préambule, ce qui nous réunit réellement, c'est cette réforme de la facturation électronique. Donc l'idée, pareil, ça va être de refaire un point justement dessus, que ce soit un peu d'ordre sémantique, parce qu'on va voir qu'il y a quelques termes qui sont liés à la réforme de la facturation électronique, et puis vraiment la vulgariser dans son ensemble, voir un petit peu comment elle va s'articuler. Alors pour ceux qui sont un petit peu informés, ça risque d'être peut-être un petit peu de la Reddit, mais je pense que c'est intéressant quand même sur une réforme qui va quand même avoir un impact quand même assez important de bien comprendre ce qui constitue cette réforme. Et justement, comprendre la réforme de la facturation électronique, je vous parlais justement de sémantique. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais vous allez en entendre parler. En fait, dans le cadre de la réforme de la facturation électronique, on va avoir deux notions. On va avoir ce qu'on appelle le e-invoicing, vous voyez, qui est à gauche, et je vais avoir ce qu'on appelle le e-reporting. Alors, qu'est-ce que c'est que ces deux notions? C'est relativement simple. Le e-invoicing, ça va être tout simplement l'échange de factures entre les entreprises françaises. Donc, on parle de B2B domestique. Donc ça veut dire que dans le cadre du e-invoicing, admettons vous avez un fournisseur donc qui est une entreprise française, et historiquement à vous envoyer par exemple la facture par mail, par exemple au format PDF, là ça passera en fait par ce qu'on appelle le e-invoicing. Et en fait comment ça se matérialise, on le verra un petit peu plus tard, mais c'est que tout simplement l'échange de factures ne se fera pas par mail comme on peut le connaître, mais ça se fera via ce qu'on appelle une plateforme agréée. Et donc on va voir que nous on a notre propre plateforme Cegid, donc c'est là où ça devient un élément de capitalisation, donc on pourra revenir dessus. Mais en fait quand on parle de e-invoicing, vous allez en entendre parler, c'est tout simplement l'échange entre entreprises françaises, donc entre ce qu'on appelle le B2B domestique, donc l'échange entre professionnels domestiques, donc entre entreprises françaises en tant que telles. Donc ça va être ce qu'on appelle le flux e-invoicing. Et en parallèle, on va avoir ce qu'on appelle le e-reporting, qui lui va prendre en considération tous les échanges, toutes les transactions qui ne sont pas pris en compte dans le e-invoicing. Donc en gros, qu'est-ce que ça donne? Ça va être les échanges par exemple avec les particuliers, parce que quand vous faites une transaction avec un particulier, lui, il n'est pas soumis à cette notion de réforme de facturation électronique, avec le fait de devoir adhérer à une plateforme agréée, etc. Donc ce qui se passera, c'est qu'on continuera, comme on le fait habituellement, par exemple, à lui envoyer sa facture par mail ou autre, mais on passera par un flux, par un canal qui s'appellera le e-reporting, où c'est là, vous, un petit peu, on peut faire l'analogie avec la déclaration de TVA, un petit peu comme pour la déclaration de TVA où c'est d'ordre déclaratif, là pareil, en fait, dans le cadre du e-reporting, c'est vous, selon un petit peu votre régime de TVA, selon votre structure, en fait, il va falloir déclarer, donc transmettre les transactions que vous avez pu faire avec les particuliers, mais aussi avec les entreprises étrangères, dans le cadre de ce e-reporting. Et en fait, ces deux éléments qui sont e-invoicing et e-reporting sont en fait directement intégrés dans la plateforme agréée. Et c'est juste que le e-invoicing, c'est les entreprises françaises entre elles. Donc moi, je pourrais émettre une facture pour une entreprise française. Donc par exemple, on le verra tout à l'heure, mais je peux l'émettre avec mon logiciel EBP. Derrière, ça passera donc dans ce qu'on appelle les plateformes agréées.
Et ensuite, mon client qui est une entreprise française pourra récupérer la facture que j'ai déposée sur la plateforme agréée via également sa plateforme agréée. Donc au final, on a juste cette plateforme agréée qui devient intermédiaire. C'est-à-dire qu'auparavant, on se faisait les échanges par mail. Là, ça se fera par l'intermédiaire justement de ces plateformes agréées. Et dans le cadre du e-reporting, où là, ça concerne les transactions avec les particuliers et les entreprises étrangères, là, ça va être moi d'ordre déclaratif, donc selon une certaine périodicité, selon mon régime de TVA, selon mon régime fiscal, je vais devoir, par exemple, tous les 10 jours, tous les 15 jours ou tous les mois, à partir de mon logiciel, déclarer, transmettre toutes les transactions que j'ai fait avec des particuliers, toutes les transactions que j'ai fait avec des entreprises étrangères sur la plateforme agréée. C'est ce qu'on appelle le e-reporting. Donc vraiment, si on veut les synthétiser et être un peu plus pragmatique, il faut juste se dire que e-invoicing, c'est l'échange entre les entreprises françaises. E-reporting, ça va concerner les entreprises étrangères, ça va concerner les particuliers. Et en fait, l'enjeu de tout ça, vous l'avez bien compris, c'est qu'avant, régulièrement, on se faisait les échanges par mail, de factures ou autres, ou par des portails ou autres. Là, l'idée, c'est que tout passe justement par ces plateformes agréées. Et donc derrière, on a l'administration fiscale qui a une vue en fait sur tout l'ensemble, et ça lui permet tout simplement d'avoir une traçabilité sur la TVA, puisque l'enjeu avant tout, c'était de lutter contre la fraude à la TVA dans le cadre de cette réforme-là. Donc ça, c'est justement cette notion de e-invoicing, e-reporting. Donc là, justement, comprendre le e-invoicing, c'est ce qu'on se disait. Déjà, le e-invoicing, c'est les transactions, c'est les échanges entre entreprises françaises. Ce qui fait, comme on l'a dit, ça va plus se faire par mail. Ça va plus se faire par mail. C'est pas moi, admettons, mon client est une entreprise française, je lui envoie par mail, donc je lui envoie mon mail avec le PDF en pièce jointe, il a sa facture, très bien. Là, aujourd'hui, ce ne sera plus le cas. Dans un an, on en reparlera des échéances, mais ce ne sera plus le cas. En fait, c'est effectivement, je ferai ma facture, et ensuite, cette facture passera par la plateforme agréée, et ensuite, mon client pourra récupérer également sa facture de par sa plateforme agréée également. Donc, on aura vraiment cet intermédiaire de la plateforme agréée, et qui dit qu'on est cet intermédiaire, dit qu'on va avoir aussi des formats liés à la facturation électronique. C'est-à-dire que de base, ce qui était le plus utilisé, ce qui était le plus générique, c'était les PDF. Donc je faisais ma facture en PDF, je l'exportais, je l'envoyais par mail. Là, on va avoir 3 formats dans le cadre de la facturation électronique. Alors on va avoir le Facturix, on va avoir l'UBL et on va avoir le C2I. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que je pense, et sur ce qu'on voit un petit peu d'expérience, le sens de l'histoire va faire qu'il y a un des 3 formats qui va être le plus utilisé, qui va être le format Facturix. Peut-être vous en avez déjà entendu parler, notamment ceux qui travaillent avec Chorus notamment, qui est un format qui est exploité par Chorus. Alors en fait, le format Facturix, c'est quoi? Et pourquoi je vous dis que je pense que c'est le sens de l'histoire du fait qu'il s'impose? C'est qu'en fait, le Facturix, c'est comme un format PDF, c'est-à-dire que visuellement, c'est comme un PDF, je peux l'ouvrir, je peux vraiment visuellement voir ma facture, sauf que ce que j'ai en plus dans ce format Facturix, donc dans ce PDF, c'est un petit fichier XML qui est encapsulé à l'intérieur. Et en fait, l'administration fiscale et les plateformes agréées, elles, ce qu'elles analysent, c'est justement ce qu'il y a dans ce petit fichier XML. Où en fait, c'est des lignes de code, mais ces lignes de code permettent d'identifier toutes les composantes d'une facture et d'avoir donc une traçabilité sur cette facture. Et en fait, les 2 autres formats qui sont les formats UBL et C2I, en fait, c'est des formats directement XML, donc qui ne sont pas très explicites. Voilà, si on n'a pas une expérience de développeur ou autre, ça ne va absolument pas nous parler. Donc c'est pour ça que dans les faits, on pense que ça va être surtout le format Facturix qui va s'imposer, puisque visuellement, ça ressemble à un PDF et je peux le visualiser comme un PDF, et c'est juste qu'à l'intérieur, j'ai un petit XML qui est intégré. Donc ce qui fait que voilà, on va avoir ces 3 formats-là. Donc après, comme on dit, c'est aussi notre rôle, comme le disait très bien Gérald, de par nos développeurs, de par notre expérience et de par notre veille légale, c'est aussi notre rôle de proposer des solutions qui répondent déjà à ces formats. Et typiquement la Facturix, nous, on travaille aussi avec Chorus. Donc ça fait pas mal d'années notamment qu'on gère ce format Facturix. Et c'est là où aussi je vous parlais de retour d'expérience, dans le sens où il y a de fortes chances que ce soit lui qui s'impose le plus, du moins qu'il soit le plus utilisé par les entreprises. Donc on va avoir comme ça ces 3 formats en tant que tels. Ensuite, pareil, comme c'est lié à la facturation, on va avoir des nouvelles mentions légales qui vont apparaître sur les factures. Donc ça, pareil, on le verra, mais c'est des choses qu'on gère dès aujourd'hui dans nos logiciels. Donc par exemple, vous voyez, il va y avoir le sirène de l'acheteur qui va apparaître, il va y avoir la nature de la transaction, l'adresse de livraison, et puis la mention d'option pour le paiement de la taxe d'après les débits. Donc à ce niveau-là. Et puis après, comme on disait, donc dans le cadre du e-invoicing, c'est un nouveau mode de transmission des factures. C'est-à-dire on ne se les envoie plus par mail, c'est vraiment
on va générer notre facture avec le logiciel. Donc après, on va voir qu'avec notre plateforme agréée, on va pouvoir automatiser tous ces process. Mais si on parle de notions sans automatisation, tout simplement, je vais générer ma facture et ensuite, cette facture, je vais pouvoir la déposer sur la plateforme agréée. Et donc ensuite, mon client, qui serait une entreprise française, va pouvoir récupérer sa facture sur sa propre plateforme agréée. Puisqu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les plateformes agréées vont communiquer entre elles. Dans le sens où, en fait, quand vous allez adhérer à une plateforme agréée, il va falloir renseigner justement vos informations administratives, les informations de votre entreprise, ce qui fait que vous serez référencé dans ce qu'on appelle l'annuaire des entreprises. Et ce qui fait que derrière, vous, quand vous allez déposer par exemple une facture sur votre plateforme agréée, vous serez identifié puisque vous serez inscrit sur l'annuaire des entreprises. Et si votre client a une autre plateforme agréée, pareil, lui en fait, comme sur sa plateforme agréée, vous serez identifié en tant qu'entreprise, ça va permettre d'avoir une communication comme ça au niveau des flux et puis surtout d'avoir une visibilité et de bien identifier les entreprises. Donc on en reparlera tout à l'heure, mais c'est là aussi où c'est important de s'inscrire sur la plateforme agréée, puisque lorsque vous faites votre choix de plateforme agréée et que vous vous inscrivez, c'est que déjà, vous vous inscrivez sur la plateforme, très bien, mais en parallèle, vous vous inscrivez sur cet annuaire des entreprises. Et donc après, vous serez référencé dans le cadre de ces échanges, de ces flux de la facturation électronique. Donc ça, c'est un petit peu ce que ça incombe en termes de e-invoicing. Donc e-invoicing, je rappelle, c'est les échanges entre entreprises domestiques, donc entre entreprises françaises. Et ensuite, la notion de e-reporting, dont on parlait tout à l'heure, où là, le e-reporting, c'est toutes les transactions que je fais avec les particuliers, et notamment aussi avec les entreprises étrangères. Et ce qui fait que, comme on disait, là, dans le cadre d'un particulier, il ne va pas, lui, avoir une plateforme agréée, comme il n'est pas soumis à cette réforme, il ne va pas avoir sa plateforme agréée pour récupérer la facture. Là, c'est vraiment nous, de notre côté, donc en tant qu'entreprise, ça va être à nous, à vous, de faire justement cette déclaration de e-reporting. Donc c'est du déclaratif comme la TVA. Où là, pareil, je vais pouvoir, sur la plateforme agréée, transmettre toutes les transactions avec les particuliers que j'ai fait, toutes les transactions avec les entreprises étrangères que j'ai fait. Donc tout ça, pareil, passera par la plateforme agréée, dans le cadre de ce qu'on appelle le e-reporting. Et puis, pareil, on a une notion, une périodicité de déclaration. Donc soit tous les 10 jours, soit tous les mois, ou soit tous les 2 mois, selon notre statut. Donc voilà, en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre entre les deux, c'est que ce qui va être pivot, ce qui va être majeur dans le cadre de la réforme de la facturation électronique, c'est cette fameuse PA, plateforme agréée. Donc c'est vraiment elle en fait qui va faire tampon entre votre facturation, vos logiciels, et puis après derrière l'administration fiscale. C'est pour ça que c'est très important cette notion de plateforme agréée. Et après, j'ai envie de vous dire qu'en fait, la notion de e-invoicing et e-reporting au quotidien, elle sera relativement transparente dans le sens où, on le verra, nous, on a des optimisations, on a des synergies qu'on crée entre les logiciels et la plateforme. Donc, ce qui fait que si, admettons, j'ai une plateforme agréée Cegid, par exemple, et j'ai un logiciel EBP, quand je fais une facture client, par exemple, et que c'est une entreprise française, automatiquement, ça pourra se déverser dans la plateforme agréée. Et moi, j'aurai juste, derrière, de manière périodique, soit tous les 10 jours, soit tous les mois, soit tous les 2 mois, à transmettre toutes les transactions donc, sur la plateforme agréée. Pareil, en un clic, je pourrais les transmettre du logiciel vers la plateforme agréée si j'ai une plateforme agréée Cegid, toutes mes transactions là, de particuliers et d'entreprises étrangères. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir au final, c'est qu'on a ce côté tampon, ce côté pivot, ce côté centralisateur qui va être la plateforme agréée et qui va nous permettre comme ça de faire les échanges et de faire notre déclaratif pour la partie e-reporting. Donc, voilà un petit peu ce que ça donne sur ce que c'est en tant que tel la réforme. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ce côté, ça va tout simplement passer par une plateforme agréée. Et après, oui, on a la notion e-invoicing où c'est les transactions entre entreprises françaises et e-reporting où c'est les particuliers et les transactions avec les entreprises étrangères. Donc après, qui est concerné par cette réforme de la facturation électronique? Ça va relativement vite, puisque c'est toutes les entreprises françaises qui sont assujetties à la TVA. Donc, ce qui fait que ça fait quand même un volume assez important à ce niveau-là. Et donc, quel va être en fait le parcours d'une facture électronique? Pareil, c'est relativement simple et pour le coup, c'est du bon sens. L'idée, c'est qu'effectivement, déjà, on va créer, vous savez, notre facture. Donc, vous avez par exemple votre logiciel de facturation. On va partir du principe que c'est un logiciel de facturation EBP. Vous allez créer votre facture dans EBP comme vous le faites actuellement. Et ensuite, une fois que vous avez créé votre facture, plutôt que de l'envoyer par mail, là, justement, ce que l'on fera, c'est que cette facture, vous allez la transmettre justement sur la plateforme agréée. Alors là, je ne sais pas si vous avez vu sur mon PowerPoint, il parle de PDP. Alors en fait, le PDP, c'était l'ancien nom de la plateforme agréée, qui maintenant s'appelle PA. Ils ont changé la terminologie.
mais PDP et PA, c'est la même chose. En gros, c'est la plateforme, vous savez, qui va faire tampon. Et donc, moi, je vais faire avec mon logiciel, donc je vais créer ma facture. Ensuite, donc, je vais la transmettre sur la plateforme agréée. Et ensuite, une fois qu'elle va être sur la plateforme agréée, qui va faire justement tampon, et cette plateforme agréée pourra transmettre à l'administration fiscale. C'est là où je vous disais que vraiment l'APA, la plateforme agréée, est vraiment pivot. Donc voilà ce que ça va être. On va créer, ça va être déposé sur la plateforme agréée, et puis après, justement, l'administration fiscale va avoir une visibilité sur tout ça. Donc ce qui va changer, on va commencer un petit peu à en parler, c'est que déjà on va avoir des formats liés à la facturation électronique. C'est les formats dont on parlait, là, les fameux FactureX, UBL, C2I. Pareil, donc on va avoir des nouvelles mentions légales. Donc pareil, vous voyez, j'ai la petite annotation fait. C'est pour dire que nous, dans nos logiciels, c'est déjà mis en place. Dans les faits, là, aujourd'hui, au niveau du logiciel et de par notre expérience avec Chorus, ça, c'est des mécaniques qui sont présentes depuis un petit moment déjà. Par exemple, le FactureX, ça fait pas mal d'années qu'on le gère. Bon, les mentions légales, on pouvait aujourd'hui déjà, auparavant, on pouvait les mettre manuellement. Bon, là, elles ont été automatisées, mais c'est quelque chose qui est déjà présent dans nos logiciels. Pareil, donc le nouveau mode de transmission, là en tant que tel, nous techniquement tout est fait. Après, on va en parler un petit peu plus tard, mais il va y avoir l'ouverture des plateformes agréées en tant que telles. Et pareil sur la transmission des données, nous les logiciels sont prêts. On attend juste l'ouverture de la plateforme agréée, donc la plateforme agréée Cegid. On va en parler derrière. On a un petit échéancier pour avoir de la perspective sur tout ça. Mais voilà ce qui va changer un petit peu dans les faits. Et donc, justement, on parlait des échéances à venir. Donc là, vous voyez, on va avoir des échéances très importantes, ce qu'on a abordé un petit peu en préambule. Alors déjà, il y en a deux qu'il faut retenir, et une en priorité, c'est septembre 2026. Puisque septembre 2026, donc là c'est dans un an, un petit peu moins d'un an, toutes les entreprises donc assujetties à la TVA, comme on le disait, seront dans l'obligation d'être en capacité de réceptionner les factures électroniques. Pourquoi? Parce que tout simplement, en septembre 2026, toutes les ETI, donc les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises, elles seront dans l'obligation d'émettre leurs factures au format facture électronique. Donc si elles ont cette obligation-là, ça veut dire que leurs clients, donc, qui sont les entreprises, qui peuvent être les entreprises françaises, eux doivent être dans l'obligation de les recevoir. Donc ce qu'il faut retenir en fait, c'est que notre échéance, même si on a une autre à 2027 qu'on va parler, mais c'est que notre échéance vraiment pour être prêt et pour aborder plus sereinement la réforme, c'est de se dire, OK, septembre 2026, il faut vraiment que je sois prêt, que ce soit sur la réception, puisque ça, je ne vais pas avoir le choix. Et en 2027, toutes les entreprises, là, seront dans l'obligation également d'émettre. Mais j'ai envie de vous dire que pourquoi on s'arrête sur l'échéance de septembre 2026? Parce qu'en septembre 2026, si je suis déjà dans la capacité de les réceptionner, donc par exemple avec la plateforme agréée Cegid, l'année prochaine, pour 2027, en fait, ce sera qu'une formalité. C'est juste que plutôt que d'envoyer mes factures par mail, je les publierai directement sur la plateforme agréée, sur l'APA. Donc vraiment, la date qu'il faut retenir, c'est vraiment septembre 2026, où pour moi, pour vraiment aborder sereinement et puis faire des ajustements plus tard s'il y a besoin, il faut se dire, OK, pour septembre 2026, il faut vraiment que je sois prêt. Comme ça, dans un an, c'est qu'une formalité, puisque moi, j'aurai déjà ma plateforme agréée. Donc après, j'aurai juste à déposer mes factures sur cette plateforme agréée et faire mon fameux e-reporting selon ma périodicité. Et sinon, si on revient sur les autres échéances, avril 2025, c'est justement l'ouverture des PA et de l'annuaire. Donc c'est là où je vous disais que depuis avril 2025, en fait, on peut s'inscrire sur les plateformes agréées. Donc là, par exemple, notre plateforme agréée Cegid, ce qui fait que quand on s'inscrit, déjà quand on a un logiciel EBP, ça va nous permettre, vous allez voir, d'aborder tout ça sereinement. Et puis c'est surtout que ça nous inscrit aussi sur l'annuaire des entreprises. Donc après, en tant que tel, en tant qu'entreprise, vous êtes identifié, vous êtes pleinement en fait inscrit dans cette réforme de la facturation électronique. Donc depuis avril 2025, on peut faire ça. Ensuite, en janvier 2026, on va avoir une ouverture pilote. C'est-à-dire que on va ouvrir justement la plateforme agréée justement à des fins de test, pour que justement les utilisateurs puissent appréhender, puissent faire leurs tests, puissent éprouver un petit peu la chose, pour éventuellement aussi faire des ajustements nécessaires. Donc on a cette ouverture de la phase pilote pour faire un petit peu des tests. Et puis après, cette fameuse échéance dont on parlait, en septembre 2026, où il faut qu'on soit prêt pour réceptionner les factures. Et puis septembre 2027, il faut qu'on soit prêt pour envoyer les factures en tant que telles. Donc là, vraiment, l'échéance qu'on va garder en tête, c'est vraiment septembre 2026. Donc quels sont les risques? Ça c'est un petit peu anxiogène, mais on y est tous soumis, on est tous concernés là aujourd'hui, mais c'est une réalité. Donc les risques en tant que tels, si je ne réponds pas à la réforme, là, admettons, si en septembre 2026 ou en 2027, je ne suis pas prêt.
les sanctions. Donc ça va être, vous voyez, 15 € par facture en cas de non-émission d'une facture électronique. Donc ça veut dire si en 2027, je ne suis pas en capacité, moi, de déposer mes factures au format facture électronique sur une PA, bon, je risque 15 € par facture. Pareil, 15 € par mention légale obligatoire manquante ou inexacte. On avait vu qu'il y en avait 4, donc on va faire du 15 x 4 par facture. Pareil, 250 € en cas de non-respect de l'obligation de e-reporting. Donc, vous savez, mon fameux déclaratif pour toutes les transactions que j'ai fait auprès des particuliers, des entreprises étrangères. Donc ça, c'est le côté anxiogène, c'est le côté risque et c'est la contrainte à laquelle on est tous soumis et on n'a pas vraiment le choix. Donc l'idée, après, nous, notre leitmotiv par rapport à ça, c'est cette contrainte légale, essayer de capitaliser dessus pour la convertir en opportunité. Et là où nous, et on va le voir, on va le matérialiser un petit peu derrière, là où nous, on veut la matérialiser en tant qu'opportunité, c'est sur différentes thématiques. C'est déjà, et on va le voir, ça va être la réduction des délais de paiement et des litiges. C'est-à-dire que là, l'avantage, c'est que du fait que ça passe par une plateforme agréée qui est centralisatrice, ça va nous permettre en tant qu'utilisateur d'être beaucoup plus omniscient en fait sur notre facturation, sur le suivi, puisqu'en fait même quand vous allez déposer par exemple une facture sur une plateforme agréée, cette facture, vous savez, elle va avoir des notions de statut qui vont être dynamiques. C'est-à-dire que vous allez avoir un statut par exemple déposé, ensuite vous allez avoir un statut par exemple réceptionné pour dire que ça a été réceptionné côté client, puis allez, scénario pessimiste parce qu'on parle de litige, le client il refuse la facture par exemple, donc derrière on va avoir un statut refusé qui va venir s'actualiser. Et là où justement on veut dégager une opportunité là-dessus, c'est qu'aussi vous allez voir, mais l'idée c'est que la plateforme agréée, donc notre plateforme agréée Cegid, elle soit pleinement intégrée au logiciel en tant que tel, au logiciel EBP. Ce qui veut dire qu'en gros, nous dans le quotidien, on va se focaliser sur notre métier, sur notre facturation, et en fait la plateforme agréée, la réforme de la facturation électronique, sera en fait une continuité de mon logiciel de facturation. Et je pourrais tout piloter à partir de mon logiciel de facturation, et surtout, pareil, comme je vous disais, il va y avoir des statuts. Admettons, mon client, il a refusé la facture. Bon, ok, dans la plateforme agréée, ça ressortira en refusé. Mais pareil, dans mon logiciel de facturation, ça ressortira en refusé. Donc, à partir du logiciel de facturation, donc EBP et la plateforme agréée Cegid, ça va me permettre vraiment d'être omniscient sur le sujet et donc d'être beaucoup plus réactif. Donc, voilà pourquoi on parle de réduction des délais de paiement, sachant qu'on va voir qu'on a également une autre notion là-dessus liée à ça. Après, la diminution des coûts. Parce qu'on va voir que le but, c'est comme je le disais, c'est que la plateforme agréée soit pleinement intégrée au logiciel. Donc l'idée, c'est d'automatiser certains processus, donc d'avoir derrière une diminution des coûts. Pareil, comme on parle d'automatisation, une réduction des erreurs. Le côté sécurité, puisque là, effectivement, pareil, les plateformes agréées, comme son nom l'indique, on est sur des notions d'agré, donc il y a une sécurité qui est forte autour de ça, sachant que c'est vraiment des données sensibles qui ensuite sont à destination de la DGFiP. Donc voilà, en termes de sécurité, on est vraiment sur quelque chose qui est beaucoup plus sécuritaire qu'un simple échange par mail, par exemple. Et puis le gain de temps, alors là on parle, ce qui a été mis en exergue, c'est le gain de temps pour la déclaration de TVA, qui certes va se retrouver pré-rempli, mais on va voir aussi qu'on va avoir des gains de temps qui vont être significatifs sur la compta en tant que telle, mais également sur la partie facturation. Et c'est ce qu'on va voir, par la suite. Donc voilà, nous. Benjamin, excuse-moi, je me permets de te couper. Nous avons une question d'un participant qui nous demande si l'annuaire est bien le portail public de facturation. En fait, lui, oui, en fait, ça, quand vous allez vous inscrire via l'APA, donc ça va vous inscrire sur l'annuaire, en fait, ça va vous inscrire en parallèle sur le portail public et vous serez identifié sur le portail public, qui en fait est derrière les plateformes agréées. Super. Merci Benjamin, je te laisse continuer. Il n'y a pas de souci. Et donc après, justement, préparez votre entreprise à la transition vers la réforme. Bon, là, c'est des petits conseils qu'on donne, mais là, déjà, on est tous réunis. Ça veut dire que vous tenez à être informés sur le sujet. Donc, c'est déjà la très bonne approche. Mais là, vous voyez, on dit une petite méthodologie dont la synthèse, c'est quoi? C'est tout simplement l'anticipation. Donc, l'idée, c'est que vous voyez, le point numéro 1, c'est qu'on est sur une mise en place progressive. Comme on disait, en septembre 2026, les ETI et les grandes entreprises sont dans l'obligation d'émettre. Donc, toutes les autres entreprises françaises sont dans l'obligation de recevoir, d'être dans la capacité de recevoir. Après, pareil, dans le point 2, on parle justement de prendre le temps d'adapter les processus avec cette réforme-là. C'est pour ça aussi que nous, en janvier, on ouvre cette phase pilote pour vous permettre tout ça, pour vous permettre d'avoir de la perspective sur tout ça. Ensuite, pareil, et ça, c'est pas à minorer en tant que tel,
c'est tout simplement, effectivement, hein, adhérer à une plateforme agréée, adhérer à un logiciel de gestion si ce n'est pas déjà le cas. Mais ce qu'il faut bien prendre en considération, c'est la dimension accompagnement. Et c'est là aussi où est toute la valeur ajoutée d'un partenaire comme Cap Info, qui va pouvoir, de par son expertise, vous accompagner là-dessus, et qui, en plus, comme c'est aussi un de nos partenaires, nous, on va pouvoir aussi vous accompagner. Donc l'idée aussi, c'est vraiment, on a un double accompagnement, on va avoir l'accompagnement vraiment générique EBP, et puis après, on va avoir vraiment l'accompagnement d'expertise et de proximité qui va être justement Cap Info. Et ça, à mon sens, c'est un point qu'il ne faut pas minorer à ce niveau-là. Il ne faut pas hésiter à se faire accompagner, parce que ce n'est pas toujours évident. Et puis après, il y a la dimension temps, etc. Donc l'idée, c'est aussi d'être relativement pragmatique sur le sujet et ne pas hésiter à se faire accompagner et prendre en compte cette dimension d'accompagnement. Et puis après, le côté sérénité, de toute façon, si on anticipe, si on cartographie un petit peu tout ça et on se fait accompagner, ça nous permet d'aborder tout ça de manière beaucoup plus sereine. Donc voilà, ça fait écho là, vous voyez sur cette slide-là, ça fait écho à ce que je disais précédemment. Donc 4 étapes un petit peu clés, nous, qu'on conseille. C'est déjà, alors vous voyez, il y a une notion de temporalité. Donc T3 2025, c'est déjà comprendre. Là, nous, on refait un petit peu sur la facturation électronique, sur un petit peu tout, comment elle s'articule. Donc, on conseillait T3 2025 comprendre, T4 2025 cartographier, c'est-à-dire que effectivement, on commence à comprendre. Donc là, voir un petit peu quels vont être les impacts potentiels, comment ça va se traduire. D'où, vous voyez, ce petit webinar où on va voir, on a des petites vidéos sur, avec les logiciels EBP, comment ça va se traduire. Donc, cartographier, voilà, venir voir comment on travaille aujourd'hui, comment ça va venir impacter nos méthodes de travail que l'on a actuellement. Ensuite, T1 2026, et ça c'est très important, c'est faire le choix justement de la plateforme agréée. Puisqu'on va le voir, selon la plateforme agréée pour laquelle j'opte, je ne vais pas forcément avoir les mêmes automatismes. C'est là où je vous disais que nous, on veut convertir ça en opportunité. Par exemple, j'ai un logiciel EBP et je prends la plateforme agréée Cegid, je vais avoir une notion d'automatisme qu'on va pouvoir aborder justement, qu'on va pouvoir visualiser. Ou comme je vous disais, la plateforme agréée va être une continuité de mon logiciel de facturation et de mon logiciel de compta. Donc c'est pour ça, bien considérer cette notion de plateforme agréée et faire son choix. Et moi, si j'ai un conseil aussi à vous donner sur la notion choix, j'ai un doute sur le fait est-ce que c'est abordé ou pas sur les slides suivantes, mais je vais quand même vous en parler dès maintenant. C'est sur le choix de la plateforme agréée. Moi, ce que je conseille, pareil d'expérience, même ce qu'on avait pu voir avec Chorus ou autre, c'est de se porter sur une plateforme agréée sur des logiciels qui sont souverains. Quand je parle de souverain, c'est qu'on n'est pas tributaire d'un tiers. Je vais vous donner un exemple là ici. Nous, par exemple, au niveau des logiciels, donc les logiciels EBP, ça fait 40 ans maintenant qu'on a cette connaissance du logiciel avec, comme le disait très bien Gérald, des veilles légales, avec des équipes de développeurs. Donc ça, c'est notre cœur de métier, donc c'est quelque chose qu'on maîtrise. Et en parallèle, justement, du fait que maintenant on soit sous Cegid, Cegid a sa propre plateforme agréée. Donc, ce qui fait qu'on est souverain sur toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire à la fois sur le logiciel, donc sur la partie développement en tant que tel qui est fait en interne, mais également sur la plateforme agréée qui est fait en interne aussi par Cegid. Ce qui fait que vous voyez, si on a besoin d'adapter, on va prendre un cas concret. Admettons, on a un cas d'usage un peu spécifique. Voilà, on a un client qui a un cas d'usage un peu unique qui n'est pas géré. Si on n'est pas souverain, si on ne maîtrise pas toute la chaîne de valeur, si on passe, admettons, on n'avait pas notre propre PA, on passerait par un tiers, on serait tributaire de ce tiers pour qu'il puisse le gérer dans sa PA. Là, nous, que ce soit au niveau du logiciel, que ce soit au niveau de la PA, on est souverain sur tous les niveaux, donc on peut intervenir en termes de développement à la fois sur la PA, à la fois sur les logiciels. Moi, ce que je conseille, enfin en tout cas pour moi, ce qu'il y a à prendre en considération, c'est cette dimension souveraineté. Et ce qui fait que si on a de la souveraineté et qu'on maîtrise toute la chaîne de valeur, on a moins d'inertie. Et là, comme on est sur une notion légale, où on l'a vu, c'était un peu anxiogène, on parlait là d'amende, etc., 15 € par facture ou autre, on a besoin justement de réactivité et on veut absolument éviter l'inertie. C'est aussi ça aujourd'hui, ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est d'anticiper tout ça pour éviter l'inertie et les déconvenus. Donc moi, dans le choix de la plateforme agréée, ça va être très conditionné aussi par rapport au logiciel qu'on utilise, mais pour moi, il y a un facteur qui est à prendre en compte, c'est ce côté souveraineté, où tout est centralisé. S'il y a besoin d'agir, nous, on maîtrise toute la chaîne de valeur et on est beaucoup plus réactif. Et puis après, T2 2026, l'idée, c'est de déployer, pour que comme ça, en septembre, on soit vraiment prêt sur la réception et qu'on soit vraiment serein sur le sujet.
Donc voilà un petit peu les 4 étapes qu'on met en exergue. Et donc justement là on voit un petit peu le côté théorique, surtout que là je vous parlais de l'opportunité avec les automatismes. L'idée c'est de voir aussi l'impact que ça va avoir dans les produits en tant que tels. Donc là en l'occurrence les produits EBP. Donc là, première chose, c'est, vous vous souvenez tout à l'heure je parlais des mentions légales, c'est-à-dire que maintenant on a 4 nouvelles mentions légales. Donc ça c'est quelque chose qui est déjà géré. Et hop, on va avoir une petite vidéo qui va permettre de le matérialiser. Si juste vous pouvez me dire, hop, j'ai été un peu vite, est-ce qu'au niveau de la vidéo, vous arrivez bien tout savoir? Je ne sais pas si Gérald ou Leslie, vous pouvez me le confirmer si c'est OK au niveau de la vidéo. Oui, c'est OK pour Ouais, c'est l'instant. OK. OK. On voit ce qu'il faut. Il n'y a pas de Oui. son, donc tu peux Non, parler il dessus. n'y a pas de son. Mais en fait, bon, il y a des annotations, mais on va parler dessus. Mais en gros, l'idée, c'est que tout simplement, pour les notions de mention légale, alors nous, historiquement, on pouvait gérer les mentions légales et on pouvait mettre un petit peu toutes les mentions légales que l'on voulait. Là, l'idée, c'est que comme c'est normé, c'est lié à la réforme de la facturation électronique, c'est que tout simplement, dans les paramètres de mon dossier, j'ai un menu qui est dédié aux mentions légales de la réforme de la facturation électronique. Par contre, ça c'est intéressant, ça va être les unités. Donc les mentions légales, elles sont présentes par défaut. Après, je pourrais les modifier si besoin. Par contre, ça c'est intéressant. Hop. Alors par contre, je peux pas faire stop, c'est pas grave. Je vais retourner dessus et je vais vous en parler. Hop. Ça, les unités, pour le coup, c'est vraiment intéressant et on le gère déjà aussi maintenant. Alors, en fait, vous savez, ok, il me prend bien mon stop. Vous savez, dans le cadre de votre facturation, vous avez des unités. Par exemple, vous allez pouvoir dire, voilà, moi je facture de l'heure, je facture du jour, du mètre carré, du mètre linéaire. Vous allez avoir vos propres unités, sachant que les unités dans le logiciel EBP, on peut les personnaliser. Donc, vous pouvez créer en fait vos propres unités. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que dans le cadre de la réforme de la facturation électronique, pareil, en fait, les unités vont être normées. C'est-à-dire que ça va être des unités qu'ils appellent UNECE. Et en fait, ce qui se passe, et c'est sur quoi où il faut être vigilant, mais ça pareil, après on peut vous accompagner, que ce soit Quimp Info, que ce soit EBP, on vous accompagne là-dessus. Mais en fait, ce sur quoi il faut être vigilant, c'est si vous êtes créé une propre unité à vous, une unité de vente que vous êtes créée, par exemple, je vais raconter n'importe quoi, enfin bref, une unité qui n'était pas existante par défaut, donc que vous êtes créé de toutes pièces. En fait, ce qu'il faudra juste faire, c'est dans cette unité, il faudra venir lui associer l'unité, le code UNECE qui correspond. Par exemple, je me suis créé, admettons, une unité mensuelle, par exemple, pour dire que je vends au mois. Il faudra juste que j'aille dans mon unité mensuelle et que je dise, ça représente, par exemple, des heures. Donc c'est juste ça, sachant que bon, de toute façon, ça là-dessus, on vous accompagne, que ce soit Quimp Info, que ce soit EBP. Donc ça, il y aura des communications qui seront faites de toute façon. Et ce qu'il faut juste retenir, c'est qu'effectivement, dans le cadre de la facturation électronique, il y a cette notion d'unité, donc UNECE, et ça, c'est quelque chose que l'on gère déjà et qu'on pourra adapter de toute façon sans aucun problème et sur lequel on vous accompagnera. Donc ça, faut pas s'attarder. Faut pas que ce soit un sujet en tant que tel, puisque pour le coup, ça va être vraiment, vous voyez, c'est juste l'affectation en tant que telle d'un code sur notre unité. Donc là, bon, Benjamin, j'ai une oui, question. oui. J'ai une personne qui nous dit, nous avons créé une unité en tonnes et une unité en kilowattheure. Comment connaître le code UNECE? En fait, ça va être par rapport à la liste. C'est-à-dire qu'en tonnes, alors on n'a pas encore la liste exhaustive, mais sur les codes UNECE, ce sera par exemple le poids. Et en kilowatts, alors je ne sais pas s'ils vont créer par exemple une UNECE en puissance. Mais en fait, il faudra retrouver la correspondance à ce niveau-là. Mais c'est pareil, au moment venu, ça pareil, on va vous accompagner pour vous dire, OK, selon la typologie de notre unité, voilà dans quel code UNECE il faut le mettre. Là, aujourd'hui, elle n'est pas encore exhaustive, la liste, puisqu'il faut encore des ajustements. Et bon, vous savez, lorsqu'il y a une réforme, il y a toujours des ajustements, des avancées, des retours en arrière, etc. Donc là, elle n'est pas encore exhaustive, la liste. Donc ça, il faudra voir quand elle sera vraiment exhaustive, et ça, on pourra vous accompagner pour mettre le code UNECE correspondant. Et du coup, tu ne sais pas, Benjamin, quand est-ce qu'elle sera exhaustive? Non, aujourd'hui, non. Là, on n'a pas encore de visibilité. Je ne sais pas si toi, Gérald, tu as eu des infos en plus à ce niveau-là sur Pas du tout. Non, ok. Non, désolé, Benjamin. Non, mais il y a pas de souci. Mais de toute façon, des communications sera refaites et comme je disais, après, on accompagne dans tous les cas sur cette notion-là. Ok, merci Benjamin, je te laisse continuer. On va remettre la vidéo où là, pareil, il reparle du code UNECE. Et si ce qui est quand même intéressant, c'est que là, vous voyez, alors pareil, c'est déjà présent en fait dans le logiciel. En fait, quand vous faites une facturation aujourd'hui, pareil, pour appréhender le plus efficacement possible cette réforme, en fait, on a, vous voyez,
une petite notion sur la facturation électronique qui permet de voir est-ce que ma facture, elle est conforme ou pas. Donc si elle est conforme, bah, j'ai une coche verte. Là, vous voyez, elle n'est pas conforme. Donc là, j'ai le panneau attention. Et en fait, pourquoi? Bah, tout simplement, bon là, c'est le cas de ma vidéo, mais c'est que là, il y a une unité de vente qui justement est manquante à ce niveau-là. Donc là, bah, il va falloir que je corrige le tir. Donc là, je crois que dans la vidéo, on va corriger le tir. Et ce qui va permettre derrière bah, d'avoir une facture qui est conforme en fait à la facturation électronique. Donc l'idée aussi, c'est de voir très rapidement en haut à droite, est-ce que ma facture en tant que telle que je suis en train d'établir, est-ce qu'elle répond bien aux contraintes de la réforme de la facturation électronique. Donc là, après, on va avoir la notion des avoirs. Hop, on va le laisser faire. Là, pareil, au niveau des avoirs, donc liés aussi à la réforme de la facturation électronique, bah là, pareil, dans la référence, il va falloir que la facture originelle, le numéro de la facture originelle soit renseigné dans les références de l'avoir. Ça, pareil, ce sera automatisé. C'est-à-dire, admettons, dans EBP, vous avez une facture, cette facture, vous la transformez en avoir, bah, automatiquement, dans l'avoir qui a été créé, il va vous reprendre la référence de la facture. Et pareil, sur les avoirs, on a, vous voyez, un contrôle. Dans tous les cas, en haut à droite, vous aurez toujours un contrôle qui permet de voir bah, est-ce que mon document, donc soit la facture ou l'avoir, est-ce qu'il répond aux contraintes. Et s'il ne répond pas aux contraintes, bah, on peut consulter, corriger le tir, jusqu'à avoir la petite coche verte qui nous indique que c'est OK. Voilà, donc là, comme on disait, la référence, soit on peut la mettre manuellement, pardon. Soit après, si, comme je vous disais, ma facture a été transférée directement en avoir, ça reprendra automatiquement. Après, pareil, on parlait de l'annuaire des entreprises. Bah, sur la création d'un nouveau client dans le logiciel, ça sera beaucoup plus simple, puisqu'en fait, je pourrais faire une recherche directement par rapport à ce qu'on appelle l'API sirène. C'est-à-dire que quand je crée un client, je pourrais faire, vous voyez, une recherche d'établissement, où en fait, il va aller sur ce fameux annuaire des entreprises, où je commence à taper des mots-clés. Par exemple, là, vous voyez, je mets EBP informatique. Et là, derrière, bah, tout simplement, il va me remonter le résultat de ma recherche par rapport à l'annuaire. Et donc, je vais pouvoir sélectionner mon client beaucoup plus simplement. Donc déjà, sur la création même du client, je vais gagner du temps. Et au moins, j'ai l'assurance de la véracité des informations, puisque derrière, il est en lien avec la base de données de l'INSEE et de l'annuaire. Donc là, je sélectionne tout simplement mon client et il va tout simplement me pré-remplir toutes mes informations. Et là, il m'a rempli toutes mes informations à ce niveau-là. Donc le côté gain de temps, moins d'erreurs, et puis au moins je sais que là j'ai la véracité des données, puisque c'est en lien avec la base de données de l'INSEE et de l'annuaire. Et donc là après, alors c'est là où je vous parlais de cas d'usage. Vous savez, les cas d'usage, c'est les cas un petit peu spécifiques justement. Et donc là, bah, on a deux cas d'usage. Par exemple, si je gère tout ce qui va être l'autoliquidation de TVA ou de la sous-traitance, bah, en fait, je vais pouvoir le mentionner. C'est-à-dire que là, vous voyez, je suis dans une facture. Et en fait, dans ma facture, je vais avoir des informations supplémentaires. Je vais pouvoir indiquer déjà s'il y a de l'autoliquidation ou pas. Et si bah, derrière cette facture, ça va être un paiement direct fait au sous-traitant. Et après, je vais pouvoir renseigner bah, directement mon payeur. Donc là, on va avoir comme ça ces cas d'usage qu'il faut bien renseigner aussi et qui seront pris en compte par la plateforme agréée et donc par toute cette réforme. Et c'est là où on disait aussi, et c'est là où rentre en compte l'aspect souveraineté, parce que là, bon, c'est un cas d'usage qu'on peut anticiper assez simplement, qui est bon de la sous-traitance, de l'autoliquidation, etc. Mais au fil de l'eau, il y a toujours des cas d'usage un petit peu spécifiques ou des choses qui n'ont pas été anticipées par l'administration ou autre, où parfois il va falloir agir. Et donc, bah, le fait d'être souverain et de maîtriser toute la chaîne de valeur nous permet d'agir beaucoup plus rapidement. Donc ça, voilà, c'est quelques petites nouveautés comme ça qui sont intégrées liées à la réforme de la facturation électronique. Après, parce que je vois qu'au niveau du temps, ça file un petit peu, ce qu'on va voir, c'est qu'on a la notion, comme je vous disais. L'idée, c'est que nous, cette réforme-là, qui est une contrainte, on veut la convertir en opportunité. Donc l'idée, c'est qu'on a notre propre plateforme, la plateforme agréée Cegid, et l'idée, c'est d'automatiser en fait tous ces process. C'est-à-dire que qu'est-ce que je vais pouvoir automatiser, admettons si j'ai un logiciel EBP et la plateforme agréée Cegid, bah déjà, comme on l'avait dit précédemment, vous avez par exemple un fournisseur qui est une entreprise française, donc il a une facture à vous faire parvenir, donc il ne va plus vous l'envoyer par mail, ça va passer par la plateforme agréée. Donc qu'est-ce qui va se passer? Lui, il va déposer ça sur sa plateforme agréée. Derrière,
vous allez la réceptionner, ça va être présent dans votre plateforme agréée. Mais comme pareil, comme je suis souverain et comme je veux en faire une opportunité, bah, nous, le logiciel, donc là en l'occurrence de facturation, il va être en lien direct avec la plateforme agréée. Ce qui fait que derrière, bah, dès qu'il va y avoir une facture qui est disponible, qui a été reçue dans la plateforme agréée, eh ben, je l'aurai au niveau de mon logiciel de facturation. C'est-à-dire qu'on va le voir, hein, j'ai une petite vidéo, mais dans le logiciel de facturation, on va avoir un menu dédié qui va permettre de voir bah, justement toutes les factures que l'on a pu, qu'on a réceptionnées, donc qui sont sur la plateforme agréée, toute notre facture d'achat. Et ce qui fait qu'après, l'avantage de ça, c'est quoi? C'est que déjà côté compta, puisqu'en fait le lien se fera entre l'APA au niveau de nos logiciels de facturation et au niveau du logiciel de compta. Donc déjà côté compta, l'avantage, c'est que je pourrais voir qu'effectivement j'ai des factures fournisseurs que j'ai reçues. Je vais pouvoir automatiser la comptabilisation. Et côté facturation, qu'est-ce que ça va pouvoir faire? C'est que déjà, bah, automatiquement, il va me créer ma facture d'achat, il va me créer ma facture fournisseur. Et l'avantage de ça, c'est quoi? C'est que tout simplement, dans ma facture fournisseur, bah, vous savez, je vais avoir une prestation où je vais avoir des articles et je vais avoir un prix d'achat. Ce qui fait que lui, automatiquement, donc, il va créer ma facture fournisseur, que je récupérerai dans ma facturation. Et derrière, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va mettre à jour tout simplement mon stock. Il va mettre à jour mon stock au niveau des articles. Il va mettre à jour mon prix d'achat. Donc s'il met à jour mon prix d'achat, ça fait que derrière, il va mettre à jour la valorisation de mon stock, mais aussi ma marge en tant que telle, puisque le prix d'achat restera la base de calcul de ma marge. Et donc en fait, l'idée, c'est que ça va me permettre au niveau de ma facturation d'automatiser pleinement le processus des achats, le traitement des factures d'achat. Je récupère la facture d'achat automatiquement de la plateforme agréée. Derrière, par rapport à ça, il alimente directement mon stock, il met à jour le prix d'achat, ce qui permet après bah, de valoriser mon stock bah, par rapport à la réalité et ensuite derrière d'actualiser ma marge en tant que telle. Donc ça va me Benjamin, j'ai une question. Pardon, excuse-moi. Oui, dis-moi. Y a-t-il un circuit de validation avant la comptabilisation et comment est paramétré le compte comptable qui enregistrera la facture? Ouais, exactement. Ouais, en fait, on va avoir un système, on appelle ça de workflow de validation. Vous voyez, d'ailleurs, c'est mon point 3, où en fait, que ce soit côté compta ou que ce soit côté facturation, je vais pouvoir avoir une notion comme ça de validation, d'approbateur au final, que je pourrais déterminer, admettons un responsable ou autre, je pourrais même en avoir plusieurs, ou voilà, je pourrais dire, bah, avant de la comptabiliser, il faut qu'un tel, par exemple, bah, ait validé. Ou avant, par exemple, de payer ma facture d'achat, parce qu'on en parlera tout à l'heure, on a la notion de paiement, et ben, il faut d'abord que je la fasse valider par telle personne, par un approbateur. Donc oui, on va avoir cette mécanique de workflow. Et après, comment ça se passe au niveau de la compta, sur la comptabilisation, au niveau des comptes? Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais on a déjà une solution, en fait, nous, qui s'appelle DigiConta, qui va faire la même chose, où en gros, bah, vous allez avoir, vous savez, votre facture qu'on va réceptionner de l'APA. Et après, en fait, au niveau de la facture, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir ce qu'on appelle de l'ossérisation. En fait, c'est une reconnaissance de zone. Elle va venir analyser les caractères, les composantes de votre facture. Et ce qui est derrière cette ossérisation, en fait, c'est une intelligence artificielle. Ce qui fait que derrière, bah, admettons, j'ai une facture. J'ai une facture, par exemple, qui s'appelle logiciel pilotage. Bah, quand je vais récupérer cette facture de l'APA dans ma compta, bah, ce qui va se passer, c'est que bah, effectivement, l'ossérisation là va détecter la ligne logiciel pilotage. Et si c'est la première fois qu'elle voit cette information-là, elle ne fait pas preuve d'initiative, elle ne fait pas de bêtises. Si elle n'a pas l'info, elle ne le fait pas et elle vous dira qu'il faudra traiter la facture. Et donc vous pourrez dire, bah voilà, moi, logiciel pilotage, c'est la première fois effectivement que l'IA, là, qui est derrière l'ossérisation, voit cette info, bah moi, je lui dis que ça correspond au compte 607. Ce qui fait que bah, vous allez faire manuellement cette initialisation. Vous allez dire sur la ligne, bah, logiciel pilotage, c'est 607. Ce qui fait que pour toutes les factures à venir, dès l'instant que l'IA, dès l'instant que l'ossérisation va voir logiciel pilotage, elle saura automatiquement que ça équivaut au 607. Donc en fait, Benjamin, j'ai des questions. Ouais. Excuse-moi, je te coupe. Il n'y a pas de souci. J'en ai 3. Alors, la première question, le scan n'est pas intégré dans la plateforme. Il faut se doter d'un logiciel. Nous avons l'IBO aujourd'hui. Est-ce que cela veut dire qu'on n'aura plus besoin ou si? Ah bah nous, quand on a la compta EBP, donc si on a la compta EBP et on a la PA Cégide, en fait, ce qui se passera, comme je disais, c'est on reçoit une facture fournisseur sur la PA Cégide. On va le voir, je crois que j'ai une petite vidéo. Mais dans la compta, j'aurai comme un tableau de bord qui me permet de voir justement les factures que fournisseurs reçus et qui n'ont pas encore été comptabilisées. Et ensuite, bah, automatiquement, je vais pouvoir comme ça les comptabiliser ou venir ajuster si besoin. Donc nous, en fait, tout va être centralisé. Dès l'instant que j'ai la compta et la PA Cégide, je peux profiter de ça. Je n'ai pas besoin d'un outil de démat, ce qu'on appelait une démat il y a quelques années, supplémentaire. Ça marche. Tout sera intégré. Merci. Deuxième question. Est-il possible de modifier les écritures comptables avant validation définitive en cas d'erreur?
Oui, tout à fait. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que même alors, pour le moment, on n'a pas eu d'infos dans ce sens, mais ça devrait fonctionner de cette manière-là. C'est qu'en gros, quand vous allez comptabiliser votre facture, à partir là de l'APA, à partir de la compta, en fait, votre facture, elle ne sera pas automatiquement validée. C'est-à-dire que si besoin, la facture, je pourrais venir la modifier, je pourrais venir même la réimputer. En fait, tant que je ne l'ai pas validée manuellement comme une étape préliminaire à une clôture, je pourrais encore la modifier. Super. C'est Dernière juste, ouais, question. dis-moi. Le workflow intégrera-t-il un possible rapprochement avec un bon de commande contrat? Pourra-t-on intégrer de l'analytique à ce niveau ou en amont via un bon de commande? Ouais, alors sur le bon de commande, aujourd'hui, c'est des Quand cas on est d'usage. équipé en full GESCOM, hein, en full Voilà, ouais, EBP, bien sûr. pardon. Ouais. Aujourd'hui, là, aujourd'hui, ils sont vraiment focalisés sur la partie facture, parce que là, l'échéance numéro 1, c'est vraiment le septembre 2026, la facture. Après, nous, nos équipes développement, elles étudient justement ces types de cas d'usage. Là, aujourd'hui, je ne peux pas donner de réponse. Je sais que c'est des sujets qui sont à l'étude, mais on n'a pas de visibilité encore là-dessus. Donc, pour le moment, on n'a pas d'infos. Donc, pour le moment, on peut partir du principe que là, pour fin d'année, d'ici septembre 2026, je ne pense pas qu'on aura ce rapprochement via le bon de commande. Mais après, c'est à voir. C'est des choses aussi qui vont être évolutives. Et après, c'est l'avantage de nos logiciels, c'est qu'on peut les adapter. Donc, même si ce n'est pas géré en automatique, en personnalisant des vues, etc., je pourrais peut-être m'en sortir derrière. Mais pour le moment, on n'a pas de visibilité dessus encore. Je n'ai pas d'infos sur ce sujet-là. Super. Merci Benjamin, je te laisse continuer. Ouais. Donc, on a cette notion-là, comme on disait, d'automatisation. Donc, ce qui fait que ça nous permet d'automatiser, comme on disait, la comptabilisation, le processus des achats. Donc, ça actualise les stocks, les marges, les prix d'achat, très bien. Et en fait, il nous manque un aspect. Je vous parlais justement de l'importance d'être souverain sur la chaîne de valeur. Nous, il n'y avait qu'un aspect qu'on ne gérait pas, c'était la dimension paiement. Enfin, on l'a géré, mais pas complètement. En fait, ce qui va se passer aussi, on va en parler un petit peu plus tard, mais c'est que pareil, on va réceptionner, vous savez, les factures fournisseurs, il va nous les créer dans la GESCOM très bien, il va nous les comptabiliser côté compta très bien. Derrière, ça actualise nos stocks, comme on le disait, c'est super. Et après, derrière, l'idée, c'est de se dire, OK, moi, je vais pouvoir, donc, comme on disait, il y a un système de validation, de workflow avec un approbateur, etc. Mais je vais pouvoir ensuite dire, OK, cette facture-là, je vais la payer. Et en fait, nous, ce qui va arriver l'année prochaine, là aussi pour 2026, c'est la notion de compte pro. Ce qui va nous permettre de dire, OK, je vais la payer, donc je la paye très bien, il va me comptabiliser mon règlement très bien, mais aussi, comme ça passe par le compte pro, ça va me permettre tout simplement d'exécuter en tant que tel le paiement. Donc vraiment d'avoir une continuité et de générer les paiements à tous les niveaux, à ce niveau-là, de par justement le compte pro. Et ce qui va nous permettre de maîtriser toute la chaîne de valeur. Hop, je vais juste me remettre sur le diapo pour que ce soit plus visuel. Justement, on en parlait tout à l'heure, la notion, vous savez, en compta, je récupère ma facture fournisseur et ensuite elle est comptabilisée. On va pouvoir regarder. Alors là, pour commencer, alors je suis désolé, j'ai un petit chat dans la gorge, mais je vais vous expliquer la vidéo. Là, au final, je me retrouve dans la facturation. Comme on disait, à partir de la facturation, elle sera en lien avec l'APA. Donc en fait, quand je serai dans mon logiciel de facturation, j'aurai dans mon tableau de bord un tableau de bord qui sera dédié à toutes mes factures fournisseurs, à toutes mes dépenses qui sont par exemple à traiter. Ce qui fait que là, vous voyez, j'ai un tableau de bord où là, il me ressort toutes les dépenses à traiter. Ça veut dire que c'est des documents, des factures que j'ai récupérées de l'APA, mais que je n'ai pas encore intégrées directement dans mon logiciel de facturation. Donc là, après, vous allez voir, je vais pouvoir aller dedans pour lancer justement le traitement. Et ce qui fait que derrière, comme je disais, il va me créer ma facture fournisseur directement dans la facturation. Et ensuite, il va m'actualiser mes stocks, mes prix d'achat et ainsi de suite. Et vous allez voir qu'après, pour la compta, c'est exactement le même principe, sauf que la finalité n'est pas la même. C'est-à-dire que dans la compta, il va me générer l'écriture comptable, alors que dans la facturation, on est ici, en fait, il me crée directement la facture. Et c'est là aussi où vous voyez, vous aurez une retombée d'infos du statut. Alors à l'époque, ça s'appelait la PDP, maintenant c'est l'APA. Mais c'est là où pareil, je vous disais, vous savez, une facture va avoir des statuts. Donc là, par exemple, je vous disais, admettons, c'est litigieux avec le client, il rejette ma facture. Là, vous voyez, en fait, dans le statut, vous avez le statut, par exemple, rejeté. Donc vous êtes omniscient aussi sur ce sujet-là, et c'est vraiment une continuité, en fait, de la PDP.
Ce qui fait qu'en fait, ce tableau de bord pour le processus des achats, pour la réception des factures en tant que telle, ça va être vraiment votre outil de pilotage. Et la plateforme agréée, elle sera juste là à titre de tampon au final. Dans les faits, on va très peu aller sur la plateforme agréée. C'est même absolument pas le but. Le but, c'est vraiment je travaille avec mon logiciel comme je fais habituellement. Et cette notion de plateforme agréée, c'est vraiment intégré pleinement. Et au final, ça ne change pas grand-chose au niveau de mes process. Donc on va avoir comme ça toute cette visibilité-là. Et après, à terme, c'est là où on pourra aussi dire je vais payer par exemple cette facture-là. Derrière, avec le compte pro, ça va me permettre de générer directement le paiement et puis d'actualiser tous ces différents statuts. Donc là, justement, il vous parle de... Oui, il y a des questions? Oui, j'en ai une, s'il te plaît. Ouais. On pourra faire sans un compte pro et seulement générer un fichier à déposer en banque. Oui, tout à fait. Il y aura aucune obligation. Le fait de passer par le compte pro, vous savez, c'est pour se dire, OK, je veux générer les paiements directement, automatiquement à partir de l'application et avoir un suivi après, vous savez, qui est lié au compte pro pour avoir des rapprochements automatiques, etc. Mais après, il n'y a aucune obligation. On peut très bien se dire, moi, je veux pas forcément le compte pro, je veux juste travailler récupérer comme ça mes factures automatiquement et puis venir les régler et puis générer le fichier de prélèvement ou de virement manuellement. Ça, je pourrais toujours le faire. Il n'y a aucune obligation du compte pro. Deuxième question, Ouais. c'est l'onglet dépenses. C'est nous alors qui avons fait rejeter. Est-ce que le statut rejeté est définitif? Si le statut rejeté est définitif, non, pour moi, il peut être évolutif à ce niveau-là. Pour moi, il peut être Ça ne veut pas dire que la facture est bloquée et qu'il faut refaire un envoi. Non, parce qu'après, justement, le but, c'est quoi? C'est d'avoir de la visibilité sur tout ça et de se dire, ah ok, mon client, il a rejeté la facture, je vais l'appeler, on va faire le point. Pourquoi on la rejette, etc. On se met d'accord et ainsi de suite. Et après, on peut venir ajuster, on peut changer le statut. Après, là où je crois que c'est un aspect définitif, mais encore, j'ai pas de certitude, on n'a pas eu d'infos là-dessus, mais il me semble que c'est le refusé qui peut être définitif. Mais le rejeté, pour moi, ne l'est pas. Et d'ailleurs, vous voyez, au niveau de la couleur, il vous le ressort en orange, pour dire que c'est temporaire, alors que le refusé, je ne sais pas si on le verra, mais il ressort en rouge. D'accord, merci. Donc là, on va laisser tourner la vidéo, mais en fait, ce qui se passe, c'est que vous voyez, sur la droite, j'ai ma facture, et sur la gauche, il va venir justement analyser cette facture. Alors, ça ne va pas être, comme je vous disais, cette notion d'ossérisation où il va faire une analyse de caractère. En fait, ce qui se passera, c'est qu'on réceptionne sans s'en rendre compte. Nous, on voit juste l'aperçu, mais on réceptionne la facture électronique avec le fameux fichier XML. Vous savez, où je vous disais, c'est illisible, c'est juste pour des développeurs. Et bien, en fait, ce qui se passe, c'est que là, quand on fait l'intégration, il vient analyser en fait le XML. Donc, comme ça, ça lui permet d'être aussi beaucoup plus rapide sur cette notion-là. Donc, il vient analyser le XML. Ouais. À partir de quand peut-on utiliser votre plateforme? Là, ça ouvre en janvier 2026. Ok, merci. Donc, début 2026. Deuxième question. Bonjour, quand le logiciel de facturation ne gère pas les factures fournisseurs, question d'organisation, qu'en est-il pour récupérer les factures fournisseurs via la PA? En gros, où vont-elles? Ouais, eh ben, elles resteront, en fait, ces factures-là, elles resteront sur l'APA en tant que telles. Et on devra traiter à partir de l'APA. Oui, pour les intégrer en compta. Ouais, c'est ça. Je pourrais, à partir de l'APA, même venir les télécharger. Et puis en compta, je pourrais, cette mécanique d'ossérisation, je pourrais aussi importer mes documents manuellement. Soit manuellement, soit automatique avec les bons outils. Voilà, exactement. Avec la plateforme agréée Cegid, ouais, tout à fait. Mais je peux, si j'ai un logiciel de facturation qui ne gère pas les achats, ça ne posera pas de problème. Mais on aura quand même une notion, parce que je pense par exemple aux gammes inférieures à la gestion commerciale où il n'y a pas forcément la partie achat. Ce qui se passera quand même, c'est qu'il y aura une notion de tableau de bord pour pouvoir suivre justement un petit peu les factures fournisseurs que l'on a reçues, etc., qui sont disponibles sur la plateforme agréée. Mais c'est juste que derrière, il ne va pas la créer dans le logiciel de facturation parce qu'il n'y a pas la fonction et il ne va pas m'actualiser les stocks et le prix d'achat. C'est tout. Merci Benjamin. Mais j'aurai quand même une visibilité. Ouais. Donc là, on va relaisser tourner. Donc là, en fait, il explique les traitements. C'est là où je vous disais aussi, en fait, hop, on va revenir juste rapidement ici. C'est que là, vous voyez, j'ai différentes lignes sur ma facture et j'ai les articles qui sont associés. Et ce qui fait que là, vous voyez, sur cet article-là, là, qui est menuiserie, ça doit être profilé, je vois quantité de 10, prix unitaire 3,55. Par rapport à ça, en fait, cet article-là qui est ma menuiserie, il va venir incrémenter en stock les 10 et il mettra la valorisation
à 3,55. Donc il va m'actualiser mon prix d'achat derrière. Donc c'est là où ça va nous engendrer, pour toute la partie achat, vraiment un gain de temps. Après, bon, pareil, on a la liste des origines pour savoir en fait d'où provient la facture, puisqu'effectivement, là, vous voyez, elles viennent de l'APA ou la PDP, c'est la même chose. Mais pareil, ce que je pourrais faire, c'est si j'ai une facture, vous savez, comme on l'a dit, par exemple, les entreprises étrangères ne vont pas être concernées par ça, par cette plateforme agréée-là. Donc, elle va encore vous envoyer, par exemple, sa facture au format PDF. Ce que vous pourrez quand même faire, c'est venir l'importer manuellement dans le logiciel de facturation. Et pareil, en fait, il fera cette reconnaissance, il va la créer lors de l'import et il va venir actualiser les marges, le prix d'achat et le stock. C'est pour ça que vous voyez, dans Origine, j'ai deux notions, soit ça vient de la plateforme, soit ça vient d'un import manuel. Et ce sera pareil aussi côté compta. Si côté compta, j'ai une facture étrangère, je pourrais venir l'importer manuellement pour toujours profiter de cette ossérisation, de cette reconnaissance de zone. Donc je vais retrouver tout ça. Donc là, bon, on va le laisser dérouler. Et en fait, vous voyez, après tous mes documents d'achat, c'est dans un premier temps, j'ai le tableau de bord pour voir au final les factures fournisseurs que j'ai à traiter, que j'ai reçues, qui n'ont pas encore été créées. Et après, je vais toutes les retrouver au final dans le menu documents d'achat avec des informations sur l'origine, sur les statuts, etc. Donc l'idée, c'est vraiment, comme je vous disais, que ce soit linéaire, que ce soit, alors parfois on dit sans couture, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment aucune couture entre le logiciel et que l'APA, et que ce soit vraiment une continuité, que ce soit vraiment linéaire. J'ai une question, Benjamin. Ouais. Pour l'importer, cela se fera manuellement ou pourra-t-on leur donner un lien pour déposer la facture et éviter cette action manuelle? Ou un mail pour réceptionner qui chargera en automatique la facture des entreprises étrangères? Non, aujourd'hui, ça se fera vraiment manuellement. C'est-à-dire, il va nous envoyer, comme il fait d'habitude, par exemple un mail où j'aurai le PDF, et puis après, ça va être à moi de le télécharger et puis de venir l'importer manuellement. Aujourd'hui, après, ça peut être à l'étude aussi à venir, mais j'en ai pas entendu parler. On n'aura pas cette récupération automatique ou faire comme un portail de dépôt de facture où il viendrait, par exemple, récupérer. Aujourd'hui, non. À l'avenir, à voir. Merci, Benjamin. Alors ensuite, pareil, vous avez vu, on a vu côté facturation comment ça va se traduire. Là, on va avoir côté compta. Où là, c'est pareil. C'est-à-dire que là, je suis dans la compta. Et c'est le même principe. C'est-à-dire que je vais avoir un tableau de bord où là, il va me ressortir justement tous les documents que j'ai à traiter. Donc tous les documents, toutes les factures que j'ai réceptionnées de la plateforme agréée. Avec justement, là, vous voyez, j'en ai des à traiter. Là, j'en ai des en cours. J'en ai des prêts à comptabiliser. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ça veut dire... Ici, dans les à traiter, dans les en cours, c'est typiquement, vous savez, je vous ai dit que c'était une intelligence artificielle qui est derrière. Donc là, en cours ou à traiter, c'est que j'ai un petit ajustement à faire parce qu'il y a une info qui est inconnue à ce jour pour l'intelligence artificielle. Donc j'ai un petit ajustement, une petite info à renseigner pour qu'elle soit prise en compte à l'avenir. Prêt à comptabiliser, ça veut dire que c'est les factures qu'il a récupérées de la plateforme agréée, où toutes les composantes comptables ont été identifiées. J'ai juste en fait à valider leur comptabilisation en tant que telle. Donc dans les faits, j'aurais juste à aller dans prêt à comptabiliser et à demander à toutes les comptabiliser en masse. Là, hop, on va le laisser faire. Et pareil sur les paiements. C'est-à-dire que j'ai un tableau de bord qui me dit quelles sont les factures qui sont à payer, quelles sont les factures qui ont été payées. J'ai une question, Benjamin. Ouais. Pardon. La facture d'achat est créée à partir du regroupement des bons de réception qui ont mis à jour le stock et le prix d'achat. Si on génère une facture, il y aura doublon avec l'intégration de la facture par l'APA. Oui, je répète. Donc non, mais après c'est un choix à faire. C'est soit on continue à faire notre regroupement de BR pour que ça fasse notre facture, soit on automatise et on récupère uniquement la facture d'achat. Après c'est un choix à faire. Les deux peuvent cohabiter. Oui, là où ils pourraient cohabiter, c'est que je fais mes BR et après je les regroupe pas et après juste je réceptionne la facture de l'APA ou alors je continue à travailler comme je le fais ici. Après, à terme, je sais que c'était aussi un des sujets, mais on n'a pas encore de visibilité dessus parce que tout ça, c'est en cours d'étude et en cours de dev. Mais après, je sais qu'ils avaient une réflexion sur rapprocher, par exemple, la facture en lien avec les BR correspondants ou, par exemple, les bons de commande correspondants. Ça fait écho à une question qu'on avait tout à l'heure. Donc ça, après, c'est des sujets qui sont à l'étude. Mais après, je n'ai pas d'obligation à vouloir réceptionner comme ça par l'APA. Je peux très bien continuer à faire mon regroupement de BR. Et après, ce qu'il faudra voir, c'est effectivement si je réceptionne la facture d'achat et que derrière j'ai mes BR qui ne sont pas regroupés, est-ce que je vais pouvoir les rapprocher?
Ça, c'est encore à l'ordre du jour à l'étude. On n'a pas encore de visibilité là-dessus. Mais ça fait partie justement des cas d'usage qui pourront être adaptés et qui rend essentiel en fait la phase pilote qui commence en janvier 2026. Parce que ça, c'est tous les petits cas d'usage qu'on peut avoir qui permettent d'ajuster et de prendre en considération tout ça. Donc là, hop, je vais relancer la vidéo où là, pareil, hein, je vois directement les différentes factures qui ont été récupérées avec leur statut. Donc en cours à traiter, c'est que j'ai des petits ajustements à faire. Et puis prêt à comptabiliser, c'est que tout a été reconnu. Donc j'ai juste à le comptabiliser. Ce qui fait qu'après, je pourrais tout sélectionner et demander à comptabiliser, par exemple, directement. Et pareil, c'est ce qu'on disait, c'est que là, hop, on va revenir en arrière. C'est que là, ici, vous voyez, importer vos factures hors réforme de la facturation électronique. Je pourrais, quoi qu'il arrive, manuellement, une facture étrangère ou autre, peu importe, qui n'est pas soumise à la réforme, donc qui ne passe pas par la plateforme agrée, je pourrais venir l'importer également manuellement pour profiter de l'automatisation de la comptabilisation. Donc là, il a fait un import manuel, donc il nous dit que l'import s'est bien déroulé. Donc là, il va traiter justement, vous voyez, la facture d'Elifrance qui est en statut à traiter. Pourquoi? Parce qu'il y a un ajustement à faire. Comme on disait, c'est une intelligence artificielle qui est derrière. Donc elle ne fait pas de prise d'initiative, elle ne fait pas de bêtises. Si elle ne sait pas, elle préfère que vous initialisez. Donc là, justement, par rapport à notre facture, il a reconnu toutes les composantes comptables. Donc c'est une facture d'achat, le fournisseur, le numéro de facture, date de facture, le TTC, le net à payer. Et ensuite, justement, les comptes comptables dont on parlait tout à l'heure. Où là, vous voyez, automatiquement, il m'a associé la farine T65 et T110 au compte 606, sachant que je peux regrouper. Plutôt que dans mon écriture comptable avoir deux lignes, j'ai une fonction qui va me permettre de regrouper en une seule et même ligne. Et en fait, comment il a fait ça? Pourquoi il l'a mis dans le 606? Parce qu'auparavant, lors de la première fois qu'il a vu l'info farine T65 et T110, il m'a mis l'info un traité. Et c'est moi manuellement, je lui ai dit ça correspond au 606, ce qui fait que maintenant il me l'applique pour toutes mes factures futures. Et là, justement, c'est ce qui doit se passer, je pense, sur la TVA. C'est que c'est la première fois qu'ils voyaient une TVA de ce type à 20%. Et vous voyez en bas dans compte, j'ai pas le compte de TVA correspondant. Ah vous voyez, même c'est au niveau des bonbons. Par exemple, les bonbons, c'est la première fois qu'ils voient cette info-là, bonbon. Il ne sait pas à quel compte ça correspond. Donc là, en fait, je pourrais mettre un compte. Donc admettons, je mets 606 aussi. À l'avenir, dès l'instant que j'aurai une facture ou là 607, dès l'instant que j'aurai une facture qui contient la mention bonbon, il me le mettra directement dans le 607. Et puis après, là, vous voyez, pour le coup, il me libère l'action comptabilisée, parce que toutes les composantes comptables ont été renseignées, et derrière, elle est considérée comme comptabilisée. Donc derrière, quand je vais dans mes journaux, dans mes écritures comptables, je pourrais retrouver directement mon écriture. Et comme on disait, on a la notion, vous voyez, de validation, de workflow. C'est-à-dire que là, derrière, je peux envoyer une demande pour valider justement la facture. Où là, je détermine un valideur, et puis derrière, je mets mon message. Donc après, ça peut être un message type. Et puis je peux envoyer ma demande derrière. Donc là, après le valideur, il va avoir une notification et donc il va pouvoir voir les factures en tant que telles pour lesquelles j'ai demandé une validation et il va pouvoir valider, il va pouvoir approuver rapidement. Ou alors, pareil, il peut faire une mise en attente. On peut avoir, vous voyez, un échange après entre le valideur et puis celui qui demande la validation avec des statuts. Après, on peut refuser, on peut valider. Et la finalité, c'est quoi? C'est qu'après, tout simplement, dans la liste d'écriture ou aussi dans les journaux, on va retrouver les écritures qui ont été générées automatiquement. Là, pareil, je peux venir voir mon écriture en tant que telle. Et puis, c'est surtout après, au niveau de mon écriture, j'aurai le justificatif qui est directement associé. Donc, en double-cliquant sur le trombone, je pourrais ouvrir directement le justificatif. Donc voilà, donc l'idée, c'est automatiser à partir de l'APA, que ça se déverse dans la compta, ça automatise la comptabilisation avec une notion de workflow, avec un système d'approbation de validation. Et puis après, il me génère tout simplement les écritures comptables avec le justificatif. Donc on va retrouver tout ça. Après, hop, bon, là, ça fait écho un petit peu à ce qu'on disait. On a vu ensemble les valeurs ajoutées. L'idée, c'est d'avoir une continuité, c'est de dégager ça, cette réforme, de la dégager en tant qu'opportunité. Donc gagner du temps, avoir une visibilité et que tout soit intégré au final dans le logiciel.
Donc on va retrouver tout ça. Donc comme on disait, la plateforme Agré qui est intégrée nativement, donc directement dans les logiciels EBP. L'automatisation, on l'a vu, que ce soit d'un point de vue comptable, que ce soit sur la récupération des achats. Et le côté justement service de paiement intégré ou avec le compte pro, pas d'obligation, mais avec le compte pro si j'ai un compte pro. Donc le compte pro qu'on va proposer en 2026, je pourrais générer directement les paiements. Avec pareil, donc là c'est un petit peu de la redite, mais l'idée c'est de dire que on est vraiment central par rapport à notre plateforme Agré et par rapport à nos logiciels. Donc on répond à la réforme et on fait le lien avec la DGFiP. Donc là c'est pour montrer les flux tout simplement. Donc émission, réception de factures et e-reporting facilité, c'est dont on parlait. Donc le gain de temps, Une question, Benjamin. Ouais. Peut-on gérer le flux des achats de la facture électronique uniquement avec EBP Elite ou doit-on avoir EBP gestion commerciale pour uniquement les flux d'achat? J'ai pas compris parce qu'on parlait de Elite et après. Alors, je refais. Peut-on gérer le flux des achats de la facture électronique uniquement avec EBP Elite ou doit-on avoir EBP gestion commerciale pour uniquement les flux d'achat? La configuration de ce client est une gestion commerciale codiale, donc spécifique métier, et une comptabilité EBP. Ok, ah ouais, ok pour la compta. Oui, non, on peut cohabiter. C'est-à-dire que on peut très bien, là effectivement, pour sa facturation, il faudra qu'il voit avec Codial. Mais moi, si je veux profiter de l'automatisation dont on parlait en compta, je peux très bien en fait avoir la plateforme Agré, adhérer à la plateforme Agré, par exemple Cegid, pour la réception des achats, pour que dans ma compta en fait, il me réceptionne directement les achats et qu'il m'automatise la comptabilisation comme on a vu. Donc non, on peut avoir comme ça des utilisations hybrides. Je sais qu'il y a des clients qui ont pour projet d'avoir 2 PA, une pour l'émission et une autre pour la réception. Je pourrais très bien juste avoir ma comptabilité, avoir la PA Cegid pour réceptionner par exemple les factures fournisseurs, pour ensuite profiter de l'automatisation qu'on a vue ici. Mais ça se cloisonnera effectivement à la compta, qui va faire uniquement la génération des écritures comptables. Après, si je veux que ça ait un impact sur mon stock ou autre, ça c'est côté facturation que ça va se faire. Donc avoir côté Codial ou sinon effectivement il faut une gestion EBP où j'aurai le lien avec l'APA Cegid. Oui, d'accord. Merci. Donc là pareil, c'est le gain de temps pour le coup, c'est vraiment les mêmes mécaniques, donc on va passer assez rapidement dessus. Donc c'est comme on disait, l'émission, la facture avec les différents formats. Ce qu'il faut retenir, c'est que si j'ai un logiciel EBP, j'ai la plateforme Agré Cegid, j'ai ce côté automatisme, j'ai ce côté sans couture. Et pareil donc pour la réception des factures fournisseurs. Pareil, la notion du compte pro, puisqu'on parlait de paiement, c'est que sur le côté de trésorerie, donc pour le service de paiement intégré, en fait, il y aura un compte pro, donc ce qui va me permettre de faire mes paiements de factures fournisseurs très rapidement. Pareil, de gérer tout ce qui va être virement instantané, groupé, planifié. Pouvoir faire, c'est aussi l'intérêt quand on a un compte pro, c'est qu'on est omniscient sur tout le sujet. Donc on va pouvoir rapprocher automatiquement les transactions et les factures. Même derrière, côté compta, le rapprochement automatique va être le rapprochement bancaire, va être beaucoup plus simple. Pareil, on va pouvoir fournir des liens de paiement dans les factures clients pour que les clients puissent nous régler. Et puis après, comme on parle de compte pro, vous savez, il va y avoir une carte de paiement, donc soit physique, soit virtuelle. Une question, Benjamin. Ouais. Si on génère des factures via un autre outil et qu'on déverse dans l'EBP gestion commerciale, est-ce qu'on bénéficie bien de la génération de la facture au format FactureX? Ça, c'est la première question. Ok. On déverse déjà aujourd'hui pour générer le fichier de prélèvement pour info. Ok. Donc, ce que je comprends. Après, j'ai un complément à cette question. Dis-moi. Après, deuxième hypothèse, où vaut-il mieux brancher l'autre logiciel à la plateforme Cegid? En fait, la plateforme, le lien, en fait, cette intégration de la plateforme Cegid qu'on a vu, les automatismes, elle va se faire qu'avec le logiciel EBP et les logiciels Cegid uniquement. Après, je peux très bien m'inscrire à la plateforme Agré Cegid, donc c'est gratuit, et je pourrais très bien de mon logiciel de facturation exporter en fait mes factures au format FactureX et venir par exemple les déposer manuellement sur la plateforme Agré Cegid. Mais après, si je veux profiter vraiment de ce côté, on disait dynamique intégré, il faut qu'au niveau de la facturation, j'ai du EBP à ce niveau-là. Oui, mais si tu n'en as pas, tu as quand même, parce qu'il y a des entreprises qui ont des logiciels métiers que EBP ne propose pas ou Cegid non plus. Du coup, on a quand même cette possibilité-là de façon manuelle de sortir de déposer. Bien sûr, une facture X
Bien Et de sûr. la déposer sur la plateforme Cegid. Bien D'accord. sûr, c'est-à-dire que la plateforme agréée, même si vous n'avez pas de logiciel EBP, la plateforme agréée Cegid, vous pouvez vous y inscrire et c'est juste qu'il faudra faire les dépôts manuellement. C'est-à-dire de mon logiciel métier, j'exporterai au format FactureX, donc j'aurai mon petit PDF FactureX et j'aurai juste à le déposer manuellement sur la plateforme agréée Cegid. Et ça me permet de répondre à la réforme de la facturation électronique. C'est juste que j'aurai pas cet automatisme-là. Mais oui, oui, Ouais. il n'y a pas d'obligation à avoir un logiciel EBP ou un logiciel Cegid pour utiliser la plateforme agréée Cegid et répondre à la réforme de la facturation électronique. Donc ça, pas de Et souci. si tu, Ouais. et si tu as un outil de gestion spécifique qui ne propose pas le format FactureX ou les autres Oui. formats de la réforme, est-ce que Ouais. EBP Cegid, la plateforme, propose une solution compatible pour convertir ton format PDF, on va dire, en format FactureX ou les autres formats? Aujourd'hui, non. On n'a pas eu écho Non. de ça aujourd'hui. Non. Aujourd'hui, Ok. non. Après, ce qu'on peut envisager, mais c'est pas toujours évident, c'est que dans nos logiciels de facturation, on peut importer les documents. On peut importer les factures, etc. via des imports paramétrables. Donc, par exemple, Oui. s'ils peuvent exporter leurs factures sur leur logiciel qui ne gère pas le FactureX, ils peuvent exporter au format Excel. Alors, il faut respecter, comme c'est de l'import paramétrable, une certaine trame, Oui, les etc. colonnes. Ouais, Oui. voilà. Dans les faits, on pourrait venir l'importer dans un logiciel de facturation EBP et après, on pourrait venir faire un export FactureX dans les faits. Mais ça peut être Oui. Enfin, ça demande une étude, Oui, ça il peut faut être un un peu lourd. intermédiaire, quoi. Ouais, Il faudra un exactement. Ouais, intermédiaire EBP GESCOM. ouais, D'accord. tout à fait. Ouais, exactement. Ok. Je te remercie. Ah si, j'ai une dernière question. Et Oui. pouvez-vous définir le compte pro? Est-ce qu'on peut définir le Définir. compte pro? Oui. Alors, c'est-à-dire, quand on veut définir. Je ne sais pas. C'était par rapport à la génération des factures X, ce qu'on disait là juste Ah, avant, mais je pense que c'était en lien avec ta dernière slide ouais, sur les comptes pro. ouais, peut-être ce que j'appelle le compte pro. En fait, c'est un compte bancaire, tout simplement. Où D'accord. vous allez pouvoir faire vos transactions. Donc c'est tout simplement un compte bancaire où vous allez avoir Ok. une carte bancaire ou une carte donc soit physique, soit virtuelle, et ça va vous permettre, en fait, ce compte bancaire sera en lien avec le logiciel EBP, et puis quand vous payez dans le logiciel EBP une facture fournisseur, et automatiquement il va vous générer la transaction. Donc Est-ce c'est un que compte c'est donc bancaire. un nouveau compte? C'est un compte à ouvrir ou c'est un compte miroir d'un compte existant? Non, pour moi, ce sera vraiment un compte à ouvrir. Alors, Gérald, je sais pas si tu avais eu des infos, mais on passerait par. Je sais pas si tu es encore là, Gérald, mais on passerait Je suis là, bien sûr, ouais, j'écoute sur tout les ça. Après, dernières infos, on passerait par Swan à ce niveau-là. Mais ce serait, oui, un vrai compte bancaire. Après, je sais pas si tu as plus d'infos, toi, sur le non, sujet, non, Gérald. Non. non, j'ai pas plus d'infos sur le sujet. Effectivement, c'est un compte bancaire complémentaire qu'il faudra venir alimenter. Ça, c'est certain. On est effectivement sur du Swan. On sait que derrière ça, ce sera régi par la réglementation française au niveau de ces comptes. Même si l'argent n'est pas stocké en France, ce sera sous régime français. Mais à ce jour, on n'a pas plus d'informations puisque, comme tu l'as dit précédemment, ça, c'est des services qui vont arriver courant 2026, qui seront Non. disponibles dans Open Plus. D'accord. Mais pour l'instant, sur lesquels on n'a pas tout à fait tout le découpage. Là, il faudra qu'on y revienne plus tard sur ces détails-là. D'accord. Bon, Tout à donc fait. affaire à suivre sur le premier semestre 2026. C'est exactement Ok, ça, ouais. Sur S1 2026, ouais, c'est prévu. ça marche. Merci. Il n'y a plus de questions pour l'instant. Ok. Il nous reste 9 minutes. Ouais, mais je pense qu'on est bon parce que Gérald, là, toi, si tu veux parler sur peut-être l'évolution des offres, et puis je crois qu'après on est bon. Oui, je pense que c'est ça, on est arrivé à la fin de la Juste avant, présentation. Ouais. Gérald, pardon, excuse-moi, j'ai une question qui vient d'arriver. Excusez-moi, je vous Oui. coupe. Nous sommes en compta EBP Elite. Le slide Ouais. dit Open Line devient Open Line Plus. Ah, mais je peux gérer la question, je Ah. réponds. Allez-y, avancez. Ok, ça Pardon, marche. merci. Ouais, Et puis même, Gérald, ça fait partie justement de mes réponses à l'instant T, justement. oui. Nous sommes au compte VP Elite, le Alors, slide du réponds. Open. Voilà, c'est justement pile poil la synthèse en fait de tout ce qui a été présenté. Aujourd'hui, en fait, tout client qui est équipé donc de nos solutions EBP en version récente, hein, aujourd'hui on est sur les versions 24, est considéré comme étant un client sur EBP OpenLine. D'accord? Dans cette version EBP OpenLine, comme c'est précisé ici, le fonctionnel est inclus pour pouvoir justement générer du FactureX, pour pouvoir justement reconnaître du FactureX. L'accès à la plateforme intégrée Cegid sera possible. Comme l'a dit Benjamin, la plateforme agréée Cegid est une plateforme qui est gratuite. Donc les clients pourront y accéder pour pouvoir réceptionner leurs factures. Par contre, ce qui va effectivement différer, la notion d'OpenLine Plus, c'est quoi? OpenLine Plus, c'est des services supplémentaires qu'on vient intégrer sur nos dernières versions. Donc, quand on parle ici de BP OpenLine, on parle de la V25 qui va sortir
on va dire début décembre. Hein, la date exacte, c'est le 27 novembre hein, qu'on va sortir, donc c'est version 25, donc nos dernières versions. Un client qui restera donc sur BP Openline aura donc le fonctionnel et l'accès à la plateforme. Un client qui fera le choix d'évoluer sur BP Openline Plus, il restera sur le même environnement qu'il connaît aujourd'hui et il n'y aura pas donc de nouveaux logiciels à connaître et à apprendre. On reste sur le même environnement. Par contre, on va intégrer tout un ensemble de services, ce que vous a montré Benjamin justement ce matin, notamment, à savoir justement l'intégration native de l'APA, hein, comme on voit ici, intégration native inclus, c'est la possibilité donc d'intégrer de manière automatisée, tant en comptabilité qu'en gestion commerciale, les factures, sans passer par de la saisie manuelle, sans passer par des imports plus ou moins complexes. L'automatisation intelligente du traitement des factures, c'est ce sujet-là également. La partie e-reporting, alors on n'a pas montré aujourd'hui le reporting parce que c'est des sujets qui vont arriver plus tard. Et puis aujourd'hui, on n'a pas forcément de visuel par rapport à ça, mais il faut savoir que le e-reporting sera automatisé pour les clients qui seront sur BP Openline Plus. Il n'y aura pas besoin d'aller dans la plateforme agréée pour saisir les données qui viendront alimenter ce reporting. C'est le logiciel qui automatiquement ira prendre les informations nécessaires pour auto-alimenter le e-reporting. Ensuite, l'automatisation des paiements avec les services de paiement intégrés. Benjamin en a parlé, hein, il y a la notion de compte pro, il y aura aussi le paiement fournisseur en 3 clics, on aura aussi les liens de paiement pour les clients. Il y a tout un ensemble de services bancaires qui vont arriver au courant 2026, notamment sur le premier semestre. Hein, et tous ces services bancaires seront compris de base pour les clients qui seront sur OVP Openline Plus. Donc, pour répondre à la question de Damien Bounière, voilà, donc aujourd'hui, vous êtes sur une version Openline. Demain, vous avez une V25 qui arrive. Si vous êtes abonné chez BP, vous aurez accès à cette V25 Openline. Si vous souhaitez tous les services d'automatisation, il faudra évoluer vers Openline Plus. Je pense n'avoir rien oublié par rapport à cette présentation-là. Si, alors, pour ceux qui pourraient s'interroger, voilà, on voit donc dans la présentation, il y a une colonne EVP UBX. On n'en a pas parlé aujourd'hui. EVP UBX, c'est notre logiciel d'entrée de gamme, voilà, qui est destiné majoritairement pour tout ce qui est auto-entrepreneur ou toute petite entreprise. C'est un logiciel de nouvelle génération qui inclut les mêmes services que ce que l'on voit aujourd'hui dans cette présentation, mais qui n'a pas le même périmètre fonctionnel de ce que vous avez aujourd'hui sur vos versions Openline. Je n'ai pas de choses à rajouter par rapport à ça dans les médias. Je crois qu'on était sur la dernière slide, hein, Benjamin. C'est la dernière. On a répondu à beaucoup de questions. S'il y en a encore, on est ouvert. Non, je n'ai pas d'autres questions. Je pense que c'est OK. De toute façon, nous, on va faire un retour à tous les participants. Si on a des questions un peu complexes, on reviendra vers vous, Gérald et Benjamin. Il nous reste 4 minutes, donc 4 minutes pour vous remercier. Merci à tous. Merci Benjamin pour ces informations hyper précises. Merci Gérald pour ton soutien, ton support. Merci à tous, messieurs, dames, d'avoir participé assidûment à ce webinaire. C'était très agréable. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous allez de toute façon recevoir un questionnaire pour la suite à donner à ce webinaire, la suite à donner à votre configuration, à votre personnalisation et à nos accompagnements, que ce soit EBP ou nous, Cap Info. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Pour info et pour rappel, pour les intéressés et pour les curieux et pour tous, le 13 novembre, nous avons le webinaire Sedge Sensé sur la réforme électronique. Et le 27 novembre, nous avons le webinaire Sedge Batigest sur la réforme également de la facture électronique. Merci à tous, à très bientôt et bonne journée. Merci à tous, bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.